Donc bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous fais une interview très spéciale puisque je suis actuellement avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc Laurent, vous êtes l'auteur du livre Je quitte la Sécu. Exactement. Et non pas J'arrête la Sécu. J'ai arrêté aussi la Sécu. C'était mauvais pour ma santé. Voilà, exactement. Et donc deux livres qui sont sortis sur le Kindle pour l'instant. On attend la sortie papier incessamment. Fin d'année. Voilà, d'ici la fin de l'année. Donc deux livres que j'ai dévorés. Et donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous interviewer aujourd'hui, parce que, eh bien, figurez-vous qu'il y a tout un mouvement d'entrepreneurs qui en ont marre de payer ce qu'ils estiment des cotisations trop importantes pour un service qui n'est pas derrière satisfaisant, donc de la Sécu, et qui s'appuie sur une directive européenne, on va en parler, pour essayer de quitter légalement la Sécu, mais comme vous pouvez vous en douter, c'est pas facile tous les jours, donc on va parler de ça. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc, vous êtes entrepreneur. Oui, donc j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, je suis entrepreneur dans le domaine des technologies de l'information, dans le conseil. Donc j'ai monté une première société dans les années 95, qui est montée à 100 personnes. Là, je suis à ma deuxième société, nous sommes 20 personnes. Et la démarche que je fais actuellement est une démarche purement personnelle, qui n'impacte pas ma société, parce qu'en fait, je suis consultant et je travaille pour ma propre société. Donc je quitte la Sécu à titre personnel, ma société et mes collaborateurs n'ayant rien à voir avec cette démarche. Voilà. D'accord, donc vous êtes entrepreneur déjà depuis un certain temps. Exactement. Et donc vous avez décidé de quitter la Sécu. Oui. Vous avez lancé un blog sur le sujet qui était... Oui, tout à fait. Alors en fait, cette démarche de quitter la Sécu, quand on achète quelque chose sur Internet aujourd'hui, on va voir les témoignages, on va voir les avis des acheteurs, sur TripAdvisor par exemple ou sur Amazon, on a les avis. Et quand j'ai cherché à quitter la Sécu, je me suis dit, tiens, je vais chercher des avis, chercher des témoignages, et j'ai rien trouvé, mais strictement rien. Donc je me suis dit, je vais le faire quand même, et puis je vais quitter la Sécu et je vais témoigner. C'est-à-dire que je vais raconter au jour le jour ce qui se passe, ça servira aux autres, soit à le faire si ça les intéresse, soit à ne pas le faire si ça leur fait peur. Voilà. Donc ça a commencé comme ça avec le blog. Ensuite, j'ai le site Contrepoint, le site d'information Contrepoint qui a relayé mes articles et qui continue à les relayer avec une publication toutes les 2 ou 3 semaines d'un article. Et on en est à l'épisode 31 maintenant sur Contrepoint qui donne beaucoup d'audience. C'est d'ailleurs la meilleure audience de Contrepoint. Le premier article a fait 100 000 vues à ce jour. Quand même, L'épisode 1 a 100 000 vues et l'ensemble des épisodes, on en a 1,5 million de vues. C'est la meilleure stat sur Contrepoint aujourd'hui. Donc c'est vraiment... Et puis Contrepoint, c'est donc un journal en ligne en fait qui est plutôt libertarien, on va dire, voilà, et qui donc est lu quand même par pas mal d'entrepreneurs. Oui. Et donc voilà, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les entrepreneurs. Exactement. Ouais. 1 demi-million de vues quand même, c'est pas mal. Alors, et mon propre blog, aujourd'hui, on en est à 280 000 vues aujourd'hui. Oui, donc en tout, ça fait près du million de vues, plus le livre qui commence à se diffuser. D'accord. Alors, pourquoi quitter la Sécu? Et est-ce que c'est vraiment légal en France aujourd'hui? D'accord. Alors, le pourquoi. Le déclencheur a été... alors, j'avais ça en tête depuis vraiment longtemps. Je savais que c'était possible depuis donc, 2001. J'avais suivi même 92. 92, donc les premières directives européennes de libéralisation du marché de l'assurance maladie, assurance retraite, et la transcription en 2001 de cette directive dans la loi française. Donc j'avais suivi un peu ces épisodes. Mais bon, à la limite, j'étais content jusqu'à présent du ratio coût-service que me rendait la sécurité sociale. D'accord. Fin 2012, il y a un ensemble d'annonces de hausse de cotisation dont pas mal de Français ont subi et subissent encore maintenant le contre-coup. Chacun aura pu apprécier son 3e terre cette année par exemple. Mais dès 2012, il a été annoncé donc des hausses à la fois sur la partie impôt sur le revenu et à la fois sur la partie cotisation sociale, sur les deux. Et pour les indépendants ou les commerçants, les artisans, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'ils ont leur cotisation sociale qui augmente, derrière le bénéfice retombe sur l'impôt sur le revenu directement. C'est pas l'impôt sur la société, ils sont indépendants. Donc, ils ont une première couche au niveau de la cotisation sociale sur leur revenu, une deuxième couche sur l'impôt sur le revenu. Quand j'ai fait mes calculs fin 2012 sur la projection de hausse qui était annoncée avec des papiers que j'ai reçus du RSI, de l'URSSAF ou des impôts qui me disaient voilà comment ça va augmenter, j'ai fait mes prévisions de calcul sur les 2 ans suivants, donc 2012-2014. L'ensemble de mes revenus allait être imposé, allait être augmenté de plus de 65%. Waouh! Ce qui est énorme. C'est à ISO revenu. Voilà, c'est-à-dire qu'à ISO chiffre d'affaires, sans faire de chiffre d'affaires supplémentaire, j'allais payer 65% de plus de cotisations, de taxes et d'impôts sur ces revenus.
Wow. Je ne parle même pas de taxe d'habitation, taxe foncière, ça sera autre chose, juste sur les revenus. Donc je te dis, c'est pas possible. J'ai 5 enfants, j'ai une maison à payer, ma femme est auxiliaire de vie scolaire, donc elle travaille à temps partiel, elle gagne 500 € par mois. Voilà. Donc il y avait une équation équilibrée qui ne marchait plus. Donc là, c'était même plus une question c'est de la philosophie libérale de quitter la Sécu. Là, c'est une question financière. Voilà. Et encore, je me considère comme assez privilégié parce que j'ai un bon revenu, mais il y a des artisans, des commerçants qui, eux, c'est vraiment une question de je mets la clé sous la porte ou pas, quoi. Hein. Donc, j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais optimiser cette augmentation fiscale, et j'ai vu qu'elle était en grande partie liée aux hausses de cotisations sociales sur la partie professionnelle. Donc, le fameux RSI, régime social des indépendants, et la retraite aussi, qui augmentait très fortement. En parallèle avec aussi moins de services, hein, parce qu'on voit bien que la Sécu rembourse moins, etc. Oui. Voilà, donc on se rend bien compte que tout le monde doit avoir une mutuelle, sinon. Voilà, avoir une mutuelle, on va dire. Alors encore plus les indépendants, parce que les indépendants n'ont pas de jour de maladie. Vous êtes malade, vous n'êtes pas payé. Oui, il y a 30 jours de carence, c'est ça? Alors, il y a 30 jours de carence, mais ça, c'est si vous êtes à l'hôpital, etc. Mais si vous avez juste une grippe et que c'est 40 jours que vous avez la grippe, 40 jours, il y a zéro. Il faut avoir une prévoyance qui va prendre au bout des 30 jours. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, pour les maternités, c'est pareil, etc. Donc, les indépendants, les artisans commerçants sont très, très mal couverts. C'est vraiment très mal. Et ils payent énormément, vu qu'ils payent en proportion de leur chiffre d'affaires. Hein, au moins 15 à 17% de leur chiffre d'affaires. Hein, donc, c'est énorme. Voilà. Donc, je me suis dit, en quittant la Sécu, je vais arrêter de payer ces cotisations maladie et la CSG qui va avec. Et puis je peux aussi arrêter de payer la retraite et cotiser à la retraite à hauteur de ce que moi j'estime devoir cotiser. C'est quand même, il est quand même naturel de cotiser pour sa retraite, il faut quand même un peu prévoir l'avenir. Mais si jamais je sais qu'en ce moment j'ai pas tellement d'argent pour cotiser, je vais peut-être cotiser le minimum. Et puis si j'ai une grosse rentrée d'argent, je vais cotiser d'un seul coup quelque chose, je vais épargner fortement pour ma retraite. Si jamais j'ai un héritage, quelque chose. Vous voyez, l'idée, c'est aussi de pouvoir gérer son épargne retraite à sa vitesse. Oui. Voilà. Donc là, pour la partie retraite, ce n'est pas une notion d'économie que je cherchais, c'est plus une notion de souplesse dans les versements. De liberté. Voilà, de liberté dans les versements. Oui. En disant, tiens, cette année, je vais acheter une voiture et je vais cotiser moins pour ma retraite. Et puis l'année prochaine, je vais peut-être plus cotiser pour la retraite. Voilà, c'est un choix. Alors que pour la partie maladie, là, c'était vraiment de dire, j'arrête complètement et là, j'économise complètement sur la partie maladie. Donc, ça veut dire que mon augmentation entre 2012 et 2014, c'est limité au seul impôt sur le revenu, qui a ISO revenu, du coup, a augmenté quand même de 30%. D'accord. Voilà, donc, j'ai limité la casse. Mon augmentation d'impôt sur mes revenus, qui était de 65%, c'est limité à 30%. C'est quand même pas négligeable. Oui. Mais ça, c'est dû à la baisse du quotient familial avec 5 enfants, etc. Donc là, j'ai pas mal subi. Mais aujourd'hui, en fait, à revenu identique, le fait d'avoir quitté la Sécu m'a permis de gagner, grosso modo, on va dire, rien que sur la partie maladie, 15%. Je n'ai pas perdu 15% de mes revenus. Voilà. D'accord, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, c'est pas négligeable, exactement. Voilà. Donc ça, c'est la première question sur le pourquoi. Après, le est-ce légal? En fait, oui, c'est légal. C'est-à-dire que depuis 92, c'est légal par les directives européennes. Depuis 2020, c'est encore plus légal parce que la France a été obligée, et d'ailleurs, elle a été condamnée par l'Europe pour ne pas avoir fait sa retranscription dans sa loi. Donc l'Europe a condamné en 99 de mémoire la France pour ne pas avoir appliqué ces directives dans ses lois. En 2001, la France a fini par le faire contrainte et forcée. C'est même d'ailleurs Jospin qui a signé le décret. Donc c'est quand même amusant que ce soit un socialiste qui ait signé un décret sur la fin du monopole de la Sécu, mais bon, il n'en a pas fait grand étalage. Et donc depuis 2001, et ça a été après derrière retranscrit une troisième fois en 2005 avec les lois Châtel, qui sont des lois sur les concurrences déloyales, etc., qui prennent en compte tout le type de services, y compris des services de type assurance et mutuelle, que sont la maladie ou la retraite. Donc ça, c'est votre point de vue, c'est le point de vue de tous ceux qui essaient de se libérer de la Sécu. Ah, c'est le point de vue de la loi, c'est pas le mien. Oui, mais apparemment, le RSI et tous les organismes de la sécurité sociale, ils ne sont pas d'accord avec vous. Alors, ils font de la résistance, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans l'illégalité. Ce sont des organismes qui sont dans l'illégalité. En allant chercher on va dire des poux, auprès des gens qui disent j'ai pas de contrat avec vous, donc arrêtez de me harceler, de me demander de l'argent parce que je me suis assuré ailleurs. Parce que, juste pour récapituler, la directive européenne, en gros, elle permet à tous les citoyens d'un pays de l'Union européenne de choisir son assurance maladie n'importe où dans l'Union européenne. Exactement, ou alors même de la conserver, c'est-à-dire que je suis italien, j'ai une assurance maladie italienne qui me plaît très bien, je viens travailler en France, je continue d'être assuré en Italie, je n'ai pas besoin de changer d'assurance. Et inversement, je suis français, je réside en France, j'ai peut-être envie de prendre une assurance anglaise parce qu'elle me plaît mieux.
Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, ce que vous avez fait. On va justement parler de ça et de le rapport efficacité-coût de cette assurance-là. Mais ok, donc on est censé pouvoir en France aujourd'hui choisir son régime, son assurance maladie et pas être affilié obligatoirement à la Sécu. Mais eux ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et donc ils font de la résistance. Ils font de la résistance, ça veut dire qu'en fait, ils envoient des mises en demeure parce qu'on ne paye pas. Ils envoient après des huissiers pour venir apporter ce qu'on appelle des contraintes à payer. Et là, donc, on peut suivre le récit de tout ça sur le blog, sur Contrepoint, et dans le livre. Voilà, donc aujourd'hui, pour vraiment faire peur aux gens, parce que souvent on dit que j'incite à quitter la Sécu, mais en fait non, parce que je dis qu'aujourd'hui j'ai eu 14 mises en demeure. Ça incite pas à quitter la Sécu. 14 mises en demeure, et vous avez commencé il y a combien de temps? Et des passages d'huissier, j'en ai eu 12. Voilà, et j'ai commencé il y a 18 mois. Ah bon, ils sont pas chômés. Non, c'est à peu près un par mois. Ils ont mis un peu de mal au démarrage, mais après le 4e mois, maintenant c'est un par mois. 12 passages d'huissier. Alors ça, c'est juste la partie URSSAF. Le RSI vient de se réveiller. Donc là, maintenant, j'ai en parallèle l'URSSAF et le RSI. Donc je pense que je vais avoir 2 contraintes par mois et 2 huissiers par mois maintenant. Waouh. Un pour l'URSSAF, un pour le RSI. Bon ça, vous êtes rodé maintenant. Puis l'huissier, vous connaissez bien. Oui, alors c'est pas le même. J'ai un huissier pour le RSI, un huissier pour l'URSSAF, mais celui de l'URSSAF me connaît très très bien, effectivement. Il prend son petit café maintenant quand il vient et tout. Voilà. Donc ces contraintes, on fait opposition auprès du tribunal des affaires sociales, parce que la magie de la chose, c'est que la sécurité sociale a sa propre justice. Oui, c'est un peu bizarre, effectivement. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a un juge, 2 assesseurs, ces 2 assesseurs, alors le juge, on va dire qu'il est indépendant, heureusement, les 2 assesseurs sont comme nommés par les organismes paritaires, qui gèrent la Sécu. Oui. Donc on a un jury de 3 personnes, dont 2 personnes dans le jury sont payées par celui qui vous attaque, ou celui que vous attaquez. Ils sont payés par l'URSSAF, le RSI. C'est un peu choquant d'un point de vue, on va dire, philosophie, indépendance, juridique. Mais bon, voilà. Donc on passe devant ce tribunal qui, effectivement, est jugé partie, et ce sont des gens qui, effectivement, lisent la loi dans leur sens, et aujourd'hui condamnent les gens qui sortent de la Sécu, qui les condamnent systématiquement. Alors, et donc, ces gens-là font appel, du coup? Alors, on fait appel. Alors, ça prend du temps, parce que, là, par exemple, j'ai eu 3 audiences, j'ai toujours pas eu de jugement, s'il y a des renvois, des choses comme ça. Donc là, je vais peut-être avoir un jugement en fin d'année, je ferai appel, et ça va repartir encore pour 1 an, 2 ans. Une fois qu'on a fait appel, si on perd en appel, on va en cassation. Bon, et quand on va en appel, là, on est devant un tribunal normal, ou c'est toujours? Non, toujours, c'est l'appel au TAS, toujours, tribunal des affaires sociales, tout à fait. Et après, on passe en cassation à la chambre des affaires sociales. Ah oui, donc ça reste toujours en famille. Ça reste toujours un peu en famille, tout à fait. Donc c'est un peu le problème. Alors nous, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de faire que le TAS se déclare, tribunal des affaires sociales, se déclare incompétent, pour pouvoir aller en disant ça relève du droit commercial et pas du droit de la sécurité sociale. Donc de dire, on ne veut pas être jugé devant le TAS. Moi, je veux bien être jugé, mais pas devant le TAS. Je veux être jugé devant le tribunal de grande instance, tribunal civil. Et aujourd'hui, il nous refuse. Alors lui est normalement indépendant et qui est apte à juger des affaires de droits civils et commerciaux entre des particuliers et des sociétés. Parce que l'URSSAF est une société privée. Le RSI est une société privée. Voilà. Les caisses d'assurance maladie sont des sociétés privées. Donc ça, c'est effectivement des choses un peu surprenantes qu'on découvre dans votre livre. Ouais. Exactement. C'est des sociétés qui ont des sirettes, qui ont des employés qui ne sont pas des fonctionnaires. Les employés sont des salariés de droit privé à l'URSSAF ou au RSI. Donc l'État a confié une mission de service, entre guillemets, public, d'assurance maladie à des sociétés privées. Il a le droit, l'État, de faire ça. Mais s'il le fait, il faut qu'il fasse des mises en concurrence. L'Europe a dit, l'État, vous avez le droit de mettre des sociétés d'autoroute, faire des concessions d'eau, de traitement des eaux ou d'environnement, mais vous le faites dans le cadre d'un appel d'offres et que le meilleur gagne. Là, à mon avis, j'aimerais bien qu'on me montre l'appel d'offres qui a servi à choisir l'URSSAF, qui a servi à choisir le RSI, qui a servi à choisir le MSA. Donc on a depuis des dizaines d'années des entreprises privées avec dedans des agents, qui ne sont pas des agents, qui sont des salariés privés, qui assurent une mission de service public en n'ayant pas le droit de le faire parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Wow. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont des sociétés qui sont soumises au code de la mutualité, ce qu'elles n'acceptent pas. Aujourd'hui, elles disent on est soumis au code de la sécurité sociale, ce qui est plus confortable pour eux, bien évidemment, parce que le code de la sécurité sociale dit on a le monopole. Alors le code de la mutualité, c'est comme n'importe quelle mutuelle, c'est concurrentiel. Mais aujourd'hui, on a retrouvé tous les textes qui prouvent que les sociétés, donc URSSAF, RSI, Caisse d'assurance maladie, sont soumises au code de la mutualité. Ce qui veut dire qu'il faut qu'elles soient inscrites au registre des mutuelles. C'est normal, si vous vous assurez, il faut que vous ayez l'assurance, justement, la garantie que la société ne va pas vous arnaquer, que c'est une société établie, qui a eu un certificat de l'État pour exercer son métier de mutuelle. Donc il y a un registre des mutuelles qui est tenu par le ministère de la Santé. Alors, on a demandé à le consulter par huissier, ça a été refusé. Donc, question, est-ce que ces organismes sont bien dans le registre des mutuelles? Si jamais ils n'y sont pas, ça veut dire qu'ils doivent être immédiatement dissous, parce qu'ils n'ont pas d'existence légale. C'est-à-dire qu'ils exercent illégalement le métier d'assureur. Donc, dissolution immédiate. Il n'existe pas. Ça fait le RSI devrait être dissous. Et puis les caisses d'assurance maladie, s'ils ne sont pas dans ce registre.
Donc on comprend pourquoi ils le cachent. Mais s'ils y sont, mais ils perdent aussi, parce que s'ils y sont, ça veut dire que ce sont des mutuelles, et qui sont en concurrence avec toutes les autres mutuelles. Waouh. Donc dans les deux cas, ils ont perdu. Donc vous êtes en train de dire que là, en gros, soit ils devraient être en situation de concurrence, soit ils ne devraient pas exister du tout. Exactement. Et que dans tous les cas, ils se maintiennent de manière illégale, Exactement. enfin leur monopole. Exactement. Waouh. Et qu'il y a un blocage quand même au niveau de toute la justice française sur ça. Alors oui, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est quand même la sécurité sociale, c'est 30% du PIB de la France, qui est géré de manière paritaire par les syndicats. Hein, donc c'est 30% du PIB, c'est énorme, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous avez le MEDEF, la CGT, etc., les syndicats patronaux et les syndicats de salariés qui gèrent ce magot et qui mangent là-dedans, qui sont dans le fromage, quoi, hein, et qui vivent dedans. Donc il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas. Hein. Ceux aussi qui ont intérêt à ce que ça change pas, c'est tous ceux qui ont des régimes spéciaux. Parce qu'on dit la sécurité sociale, d'ailleurs dans ses statuts, la sécurité sociale se déclare solidaire et universelle. D'accord, donc c'est censé être le même prix pour tout le monde. Donc c'est censé être même prestation, même prix pour tout le monde, et c'est pas le cas. Hein. Les députés payent 0,5% de leur indemnité parlementaire. J'avais noté ça, oui. Hein, 0,5% d'indemnité parlementaire. Parce que vous dites dans votre livre, donc les artisans, ils payent 15% de leur salaire pour les cotisations, un salarié 21 et un député 0,5. Voilà. Alors comment vous expliquez ça, vous? Ceux qui votent les lois, donc ils se sont votés de leur loi de circonstances. D'ailleurs, on parle aussi de retraite. Là, on parlait beaucoup d'assurance maladie, mais sur la retraite, c'est pareil. Hein. Eux, ils font de la retraite par capitalisation. Nous, on n'a pas le droit. Le salarié, il n'a pas le droit de faire la retraite par capitalisation. Ça n'existe pas. Alors c'est bizarre, effectivement. Alors que les députés ont le droit, bien sûr. Et les fonctionnaires aussi ont le droit. Tous les fonctionnaires ont un système qui s'appelle la préfonds retraite, qui est une retraite par capitalisation. Tous les fonctionnaires en France. Eux, ils ont le droit. Oui, c'est un peu facile. Hein. Voilà. Donc on tape un peu sur... Enfin, on oblige tous les Français à faire des trucs pas forcément utiles pour eux, alors que les fonctionnaires... Voilà. Donc le côté universel de la Sécu, de dire... moi, je serais d'accord d'être à la Sécu, mais c'est le même prix pour tout le monde, et c'est les mêmes prestations pour tout le monde. Si je suis malade, je suis remboursé. Et si j'ai un arrêt maladie, je suis payé pendant mon arrêt maladie. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous êtes fonctionnaire, un arrêt maladie d'un jour, vous êtes payé. Si vous êtes salarié, c'est 3 jours, vous êtes payé. Au bout de 3 jours de carence. Si vous êtes indépendant, c'est 30 jours. Oui, c'est vrai que c'est... Il y a un problème. Donc ça ne s'appelle pas universel. Ensuite, ça ne s'appelle pas solidaire, parce qu'on ne paye pas la même chose les uns pour les autres. Donc la solidarité, c'est plutôt de ceux qui payent vis-à-vis de ceux qui ne payent pas, ou moins que les autres, alors qu'ils ont plus de prestations. Oui, puis alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Vous voyez dans votre livre qu'il y a 159 000 frontaliers en France qui, comme ils travaillent dans un autre pays, ils ont le droit de choisir entre soit la Sécu française, soit la Sécu du pays où ils travaillent, soit une assurance privée. Voilà. Et sur les 159 000, il y en a 153 000 qui choisissent une assurance privée. Donc ça veut dire que quand on donne... C'est quand même impressionnant comme chiffre. Voilà. Donc ça veut dire que quand on donne le choix aux Français de choisir la Sécu de leur pays, la Sécu du pays où ils travaillent, donc par exemple la Suisse ou l'Allemagne, ou une assurance privée, à 90%, les Français choisissent l'assurance privée. C'est vraiment si terrible que ça, quoi. C'est vraiment si terrible que ça, l'assurance privée, parce qu'on agite les chiffons rouges de l'assurance maladie aux États-Unis, etc., mais qui est un modèle complètement différent. L'Europe impose des règles en termes d'assurance maladie. Ça veut dire que si vous êtes dans une assurance et que vous êtes très malade et que vous coûtez très cher, l'assurance maladie ne peut pas vous virer en Europe. Ils n'ont pas le droit. Aux États-Unis, ils ont le droit, mais pas en Europe. Les lois européennes interdisent ça. Est-ce qu'ils ne peuvent pas augmenter la cotisation de manière très importante? Non plus. La cotisation ne peut augmenter que par rapport au volume de dépenses de l'assurance. D'accord, pas par rapport à un individu. Pas par rapport à un individu. Alors si effectivement toute la population devient plus malade, ou si toute la population vieillit, les cotisations vont augmenter. D'accord. Voilà. Mais sinon, non, elles n'augmentent pas. Et ils n'ont pas le droit non plus de vous virer avec l'âge. Si vous atteignez 70 ans, ils ne peuvent pas vous dire, tiens, si vous avez 70 ans, on ne vous assure plus. Ils n'ont pas le droit non plus. D'accord, donc il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui ont été mis en place. Exactement, voilà. Et les assureurs veulent quand même faire du business, donc ça montre que finalement leur business model est rentable quand même. Ah bah oui, parce qu'à l'étranger, il y a plein d'assureurs qui le font et qui sont rentables exactement de la même manière. Alors donc vous, parce que oui, donc on a le droit de quitter la Sécu, en tout cas c'est votre interprétation et celle de tous ceux qui le font, et par contre c'est quand même obligatoire de prendre une assurance maladie. Tout à fait, comme pour la voiture. Voilà, vous êtes obligé. Exactement. Par contre, vous pouvez choisir... C'est laquelle? Alors, donc vous avez pris une assurance en Grande-Bretagne. Voilà, alors le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix. Moi j'aurais bien aimé prendre une assurance en France. Je suis français, j'ai envie de faire tourner l'économie de mon pays. J'ai d'ailleurs certains de mes clients qui sont des assureurs maladie, des mutualistes, des mutuelles. Donc j'aurais aimé les faire vivre ces gens-là. Mais aujourd'hui, ils refusent de me vendre une assurance. Ils le font, mais pour des étrangers. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'italien, l'espagnol qui vit en France,
qui dit bah, tiens, je veux prendre la Sécu française, il peut aller voir un grand assureur français, donc AXA, Malakoff Médéric, même le RSI d'ailleurs, hein, le RSI fait de l'assurance maladie pour des étrangers qui viennent en France. D'accord. Hein, c'est grandiose. Voilà. Donc, ils le font pour les étrangers, enfin pour des Européens, mais ils le font pour les Français. Si moi je vais voir AXA en leur demandant ça, en disant tiens, vous avez un contrat qui me plaît bien, c'est pas de la mutuelle, hein, c'est de l'assurance au premier euro. Hein. Donc la partie sécu de base. Oui. Ces grands assureurs français font aujourd'hui de la sécu de base, mais pour des étrangers, des Européens ou des étrangers, mais pas pour les Français. Alors qu'ils pourraient le faire. Hein. Et pourquoi ils le font pas alors? Parce qu'en fait aujourd'hui ils mangent dans le gâteau de la partie mutuelle. C'est-à-dire que l'État, en plus, leur a renforcé leurs privilèges avec des mutuelles obligatoires maintenant. C'est-à-dire que là, depuis le 1er janvier 2015, les mutuelles vont être obligatoires pour tous les salariés. Et donc ça, c'est une manne financière qui va tomber dans le giron des mutuelles. Donc les mutuelles, aujourd'hui, n'ont pas d'intérêt à aller chercher, à rentrer en conflit. Ouais. Voilà. Surtout sur un sujet aussi sensible. Voilà. Et encore, en plus, il y a encore beaucoup de mutuelles qui sont gérées de manière, encore une fois, paritaire par les syndicats. Voilà. Il y a des mutuelles totalement privées, hein, mais il y a aussi encore beaucoup de mutuelles paritaires. D'accord. Voilà. OK. Mais je suis sûr que le jour où l'État leur dit on vous donne vraiment officiellement le droit et on ne vous embête pas si vous le faites, ils le feront, parce que ça va leur générer quand même plus de chiffres, donc ils le feront quand même. Voilà. D'ailleurs, on a même des courriers, je reproduis dans mon livre, des courriers qui ont été adressés à des assureurs français qui ont subi des pressions de l'État pour ne pas accepter des gens qui sont hors sécu, pour les assurer, justement pour la partie mutuelle, pour les assurer pour la partie prévoyance. Donc, en effet de bord, on est obligé de trouver d'autres prévoyances. Moi, j'avais une prévoyance qui me plaisait très bien, j'étais obligé de l'annuler, parce que mon assureur m'a dit, si vous êtes hors sécu, je ne vous prends pas. Alors qu'il n'a pas le droit. Mais bon, je ne vais pas me battre contre lui, et j'ai été en prendre un autre, qui ne me pose pas de problème. Bon, donc revenons sur cette assurance que vous avez choisie, donc Grande-Bretagne, bon, parce que voilà, l'assureur est peut-être un peu plus protégé contre les pressions là-bas. Ah oui, les Anglais, ça c'est de la nature, hein, c'est-à-dire que vous pouvez leur taper dessus, eux ils ne plient pas les chines. Voilà, donc ça c'est un avantage avec les Anglais, ils sont sur leur île, et aujourd'hui, et depuis 20 ans d'ailleurs, hein, c'est une assurance qui existe depuis 20 ans, qui est adossée à Lloyds, qui elle existe depuis 300 ans, donc on est quand même chez quelqu'un qui est établi. Qui est sérieux, oui. Voilà, qui est sérieux, et aujourd'hui il y a à peu près une 30 à 32 000 adhérents français à cet assureur. Waouh! Voilà. D'accord. Vous avez une idée du chiffre du nombre de personnes qui... Au moins ce chiffre-là. Au moins ce chiffre-là. Plus ceux qui sont assurés dans d'autres établissements. Il y en a en Allemagne. Essentiellement, c'est Allemagne et Angleterre. Donc il y a au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui ont déjà quitté la Sécu. Tout à fait. Très bien. Alors, quel est le rapport coût-efficacité de cette assurance par rapport à la Sécu? Alors, en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est l'assurance et la solidarité. C'est-à-dire qu'une assurance est payée par une cotisation qui est proportionnelle à votre risque. Oui. La solidarité est payée par l'impôt qui est proportionnel à votre revenu. Oui. Donc ça, c'est la théorie. Parce qu'aujourd'hui, en France... Aujourd'hui, on mélange les gens. Ouais. Voilà. Et on fait croire que la Sécu, qui est de l'assurance maladie, on fait croire que c'est de la solidarité, alors qu'en fait, ça devrait être une assurance. Votre assurance voiture, vous ne la payez pas en fonction de vos revenus. Votre assurance voiture, vous la payez en fonction de votre risque. L'assurance maladie privée, on la paye en fonction de son risque. Et moi, mon risque, il a été établi juste par rapport à mon âge. Je suis rentré dans le système de Sécu à 45 ans, donc je suis rentré dans un barème où à 45 ans, vous allez payer 300 € par mois, et après, ça augmentera juste avec le niveau d'inflation habituel, mais ça n'augmentera pas avec l'âge. Tiens. Voilà. Ah donc c'est 300 €. Moi, maintenant, c'est 300, et ça sera peut-être 305, 310, oui, mais, on va dire l'inflation. Oui, c'est aligné sur l'inflation. Celui qui rentre à 20 ans, il va rentrer à 180 €. Tiens, et intéressant. Comme ça, voilà. Donc eux, ils font comme ça. Et c'est forfaitaire. Donc c'est plus intéressant de rentrer jeune. C'est plus intéressant de rentrer jeune. Et c'est forfaitaire. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit mon revenu, je paye 300 € par mois. Que je gagne 3 000, 5 000, 20 000 € par mois, je paye 300 € par mois. Donc c'est vite intéressant dès qu'on commence à bien gagner sa vie. Alors le calcul est intéressant. Oui, c'est en fait, si vous êtes indépendant, vous payez à peu près 15% de maladie et de CSG sur vos revenus. Si ces 15% sont plus élevés que 300 €, bah oui, ça devient intéressant de sortir. D'accord. Parce qu'en fait, la beauté de la chose, c'est qu'on ne paye plus les cotisations sociales, donc RSI, mais on ne paye plus non plus la CSG. D'accord. Parce que la CSG et ça c'est dans les textes, la CSG, vous la devez que si, un, vous êtes résident français, ce qui est mon cas, mais que deux, si vous êtes à la sécurité sociale, ce qui n'est plus mon cas. Intéressant. Donc la CSG saute. Ok. Donc aujourd'hui, on ne paye plus la CSG. 8%, c'est ça? C'est à 8% la CSG sur les revenus. Théoriquement, ça devrait être toutes les cotisations de CSG qui sautent.
Mais bon, là, ça serait un autre combat, d'essayer de faire sauter la CSG sur les revenus du patrimoine, sur les revenus de dividendes, de placements financiers, qui en plus sont prélevés à la source maintenant par les banques. Donc c'est comme très très compliqué d'aller leur demander. Mais c'est un combat. Il y en a certains qui commencent à mener ce combat pour dire, attendez, moi je ne paye plus la CSG pour la petite maladie, je ne veux pas la payer non plus sur mes loyers, sur mes revenus de placement. Intéressant. Bon, effectivement, ça c'est encore autre chose. Oui. Mais par contre, il y a quand même quelque chose à savoir. Oui. Donc sur le rendement de cette assurance, aujourd'hui, avec la Sécu et le RSI, j'étais obligé d'avoir donc le RSI plus une mutuelle, parce qu'on sait bien que la Sécu rembourse quasiment plus rien, donc on est obligé d'avoir de mutuelle. Et en tant qu'indépendant ou artisan commerçant, on est même obligé d'avoir une prévoyance en plus, parce que la mutuelle va combler la partie maladie, donc les médecins, les médicaments, les labos, les hôpitaux, et la prévoyance va couvrir la partie invalidité, décès. Donc on est obligé d'avoir 2 étages supplémentaires. D'accord. Avec cette assurance maladie privée, aujourd'hui j'ai plus besoin de mutuelle. C'est-à-dire qu'elle me rembourse tellement bien que j'ai plus besoin d'avoir une mutuelle au-dessus de ma sécu privée. Alors, ça me fait sécu plus mutuelle. C'est ça, en fait, elle se rembourse 100%. Alors selon les trucs, typiquement si je vais chez le médecin, un médecin à 23 €, je suis remboursé 23 €. Alors, avec la Sécu, ça devait être 15, 16, je ne sais plus de mémoire, plus le forfait, il y a 1 € de forfait, là, j'ai plus rien, 23 €. Si je vais chez un spécialiste à 35 €, je suis remboursé 35 €. Et vous pouvez aller chez le spécialiste directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par Je peux aller chez le spécialiste directement, il n'y a pas le parcours de santé. Si je vais le pharmacien, il y a une carte de tiers payant, je donne ma carte de tiers payant au pharmacien, je ne paye rien, je ressors avec mes médicaments. Et le pharmacien, lui, il est remboursé directement par mon assurance privée. Et il est très content parce qu'il est remboursé en 5 jours, alors que la Sécu est remboursée en plus de 30 jours. Donc il a intérêt à... Lui aussi, ça lui change la vie. Donc lui, ça lui change la vie. Au début, tu es un peu circonspect avec ma carte de tiers payant étrangère, et puis en fait, ça marche bien, il faxe le truc, 5 jours après, il a son virement. Et moi, dans mes remboursements, je prends ma feuille maladie que m'a fait mon médecin, je la mets dans une enveloppe, ça part en Angleterre. Malgré la poste avec l'Angleterre, sous 3 jours, j'ai le paiement. Donc je suis remboursé encore plus vite qu'avec la Sécu, et mieux. Voilà. Donc ça, c'est la partie maladie. Sur la partie donc, médicaments, un autre avantage, c'est que je peux choisir ce que je veux. Aujourd'hui, si vous ne prenez pas un générique, vous êtes pénalisé. Vous allez être moins remboursé, etc. Là, je peux prendre le médicament que je veux. Là, j'ai été malade, le médecin m'a prescrit du Solupred. Je préfère avoir le vrai Solupred. Et mon médecin m'a donné le vrai Solupred qui m'a été remboursé à 100% par mon assurance privée. Comme quoi, c'est possible. Et donc, pareil, au niveau des frais d'hôpitaux frais d'hôpitaux, pareil, je suis beaucoup mieux couvert que les frais d'hôpitaux de Sécu, parce que si vous êtes à la Sécu pure, sans mutuelle, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais vous avez quand même un reste à charge qui est très très important. Vous avez le forfait journalier, plus un reste à charge, c'est important. Là, je suis pris pareil à 100%, et j'ai même des indemnités, au bout de, je sais plus, 10 ou 20 jours d'hôpital, d'hospitalisation, j'ai même des indemnités qui, normalement, auraient été prises par une assurance de prévoyance encore supplémentaire, et là, qui sont pris par cette Sécu. Wow. Voilà. J'ai des remboursements sur les ostéopathes, sur l'acupuncture, enfin voilà, sur le kiné, des choses qui sont plutôt du domaine de la mutuelle, qui sont pris en charge. Donc c'est beaucoup plus efficace et ça coûte moins cher. Exactement. Alors, mais comment vous expliquez ça? Est-ce que ça veut dire que le RSI, enfin la Sécu est très mal gérée? Comment ça se fait que c'est... Alors ça, je n'ai pas étudié ça dans mon ouvrage. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà écrit longuement dessus. On peut effectivement estimer que la Sécu est très mal gérée, qu'il y a beaucoup de gens dedans qui n'ont pas le niveau de productivité, que aussi la partie dépenses, on ne regarde pas forcément, il n'y a pas de contrôle de dépenses, donc vous allez 10 fois chez le médecin, vous allez être remboursé 10 fois, quoi. Voilà, il n'y a pas d'incitation. Aujourd'hui, cette assurance privée où je disais qu'on est très bien remboursé, elle nous pose quand même quelques garde-fous. Ça veut dire que si je fume et que j'ai un cancer du poumon, là, je ne serai pas pris en charge. Et ce qui est normal, parce que c'est moi qui ai pris le risque de fumer. Si je fais un sport à risque et que je me casse, que je me fais une entorse en montagne, pourquoi c'est mon voisin qui devrait payer mon arrêt maladie alors que lui, il n'a pas pu partir en vacances? Il gagne le SMIC, il n'a pas pu partir en vacances et il va falloir qu'il paye mon entorse, qu'il paye mes hospitalisations, qu'il paye mon arrêt maladie de 30 jours. Ben non. Je prends des risques d'un point où je mets en péril ma santé ou mon intégrité physique en faisant des sports à risque ou en ayant des comportements à risque de drogue ou de tabac. Et là, c'est normal que l'assureur, un peu comme un malus automobile, soit vous dise « je ne vous prends pas » ou soit vous applique une surprime parce que vous faites du parachute. C'est vrai que ça paraît logique de payer chacun en fonction des risques qu'on prend. C'est comme effectivement l'assurance automobile. Les bons conducteurs, ils ont un bonus, les mauvais, un malus. Alors il ne s'agit pas de dire que ceux qui sont plus malades aient le malus, c'est pas ça. C'est juste de dire que quand on a des comportements à risque... Non, quand on fume par exemple, on a un comportement à risque connu, on a un malus. Et c'est normal, je n'ai pas envie de payer pour ceux qui peuvent se payer du parachute, du parapente, et faire du ski, quoi, là.
J'ai pas envie de payer pour eux, c'est à eux de prendre leur assurance et de prendre leurs risques. Mais alors du coup, votre assureur, il vous dit, bon, si vous fumez, on ne prend pas en charge pour un cancer du poumon, mais est-ce que si vous avez fumé avant, ils le prennent en charge? Alors il y a un délai de carence, c'est-à-dire qu'il y a un délai de carence. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, pour la partie maternité, il va falloir attendre 1 an avant d'être couvert. Un peu comme quand vous prenez une mutuelle, d'ailleurs. Quand vous prenez une mutuelle, vous avez souvent un délai de carence qui vous empêche d'aller refaire toutes vos dents la semaine d'après avoir pris votre mutuelle, quoi. Donc là, il y a un délai de carence de 3 mois, 6 mois, 1 an, selon les pathologies, par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant, c'est que effectivement, c'est plus efficace. Mais c'est plus responsabilisant. Voilà. Exactement. C'est plus responsabilisant. C'est toujours pareil. Quand on a plus de liberté, c'est aussi plus de responsabilité. Ouais, et en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça, sur le fait qu'on devrait pouvoir choisir si on souhaite, tout en étant plus responsable. Exactement. Ouais. Et donc, c'est aussi ce que vous dites dans votre livre, peut-être une des raisons de cette inefficacité de la Sécu, c'est que ça déresponsabilise les gens, finalement. Quel que soit le risque qu'on prend, on est toujours remboursé pareil, et puis voilà. Il n'y a pas cette notion de si je fume comme un pompier pendant 40 ans, qu'après ça coûte des centaines de milliers d'euros ma prise en charge. Alors je ne parle pas des gens qui sont à la CMU ou l'AME, hein. Ça c'est encore d'autres sujets qui viennent plomber le déficit de la Sécu, hein, où justement les personnes qui sont à la CMU, eux, elles ont le droit de prendre des médicaments non génériques, hein, et comme elles ne payent pas. Ça pose pas de problème. Idem pour l'AME, hein, l'aide médicale d'État, où vous avez des étrangers qui viennent se faire soigner en France en n'ayant jamais cotisé un seul centime. Donc il y a des charges qui pèsent sur la sécurité sociale qui ne correspondent pas à des cotisations en face. Voilà, donc il y a du déficit. En plus d'être très mal géré, c'est-à-dire qu'on voit les hôpitaux, les machins, c'est très très mal géré. Donc en fait, ce qu'il faudrait arriver à distinguer, c'est la partie gestion, qui relève de l'assurance, et la partie opération, c'est-à-dire les praticiens dans les hôpitaux, dans les médecins, les chirurgiens, les dentistes, et distinguer les deux. Là, aujourd'hui, vous avez des hôpitaux publics. Donc, en fait, la Sécu, elle est à la fois gestionnaire, donc, on va dire, d'un point de vue bureaucratique des soins, donc ça relève de l'assurance, et elle est aussi praticienne, parce qu'elle produit des soins avec les hôpitaux. Et on sait que les hôpitaux sont très, très mal gérés, ils coûtent très, très cher. On peut très bien distinguer les deux. Votre assureur automobile, c'est pas lui qui répare votre voiture. Votre assureur automobile, il a des accords avec des garagistes qu'il a sélectionnés, qui sait que ces garagistes vont lui appliquer un tarif spécial parce que c'est lui qui lui envoie ses assurés, et il va contrôler aussi la qualité des réparations qui sont faites, et si le gars ne fait pas de bonnes réparations, il va se faire jeter. Donc aujourd'hui, vous avez des réseaux de soins qui commencent à se monter. Ça existe déjà au niveau des mutuelles. Les mutuelles font ça déjà. Les mutuelles créent des réseaux de soins avec des dentistes, des opticiens, des praticiens, et elles envoient leurs assurés là-bas en disant si vous prenez votre dentiste habituel, vous allez être remboursé sous 30 jours. Si vous prenez mon dentiste que je vous conseille, vous allez être remboursé. Vous n'allez même pas être remboursé, vous aurez un tiers payant complet. Et ça sera peut-être moins cher. Ou même vous aurez peut-être une petite prime, une surprime en fin d'année. Donc ce qu'on fait déjà, ce que les mutuelles font au niveau des réseaux de soins peut très bien être appliqué au niveau d'assureurs maladie, qui vont se mettre en accord avec des praticiens de santé, des cliniques, voire même des hôpitaux s'ils finissent par être fonctionnels et bien opérants, pour pouvoir négocier des tarifs avec ces gens-là et envoyer leurs assurés chez eux. D'accord. Voilà. Mais il faut surtout distinguer les deux. On fait de l'assurance d'un côté, on fait des soins de l'autre. Il ne faut pas faire les deux. Parce que souvent en France, on assimile Sécu à soins. On dit, tiens, on est très bien soigné en France. Mais ce n'est pas la Sécu qui nous soigne, c'est les médecins qui nous soignent, oui, c'est les chirurgiens qui nous soignent. Voilà. C'est les gens dans les hôpitaux, c'est peut-être les infirmières des hôpitaux qui sont très dévoués. Voilà, c'est eux qui nous soignent. Mais ce n'est pas la Sécu. On peut très bien avoir une assurance maladie. Moi, si je vais à l'hôpital, mon assureur maladie va payer l'hôpital des soins qui me sont donnés. Donc je suis content parce que j'ai des très bons soins. Et l'hôpital est content parce qu'il est payé, très vite d'ailleurs. Oui, c'est pas la même chose, effectivement. C'est pas parce que demain la Sécu disparaît que tout le système de santé français disparaît, loin de là. Ok, alors j'aimerais revenir sur. Donc vous dites qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont quitté la Sécu. Donc certains depuis les directives de 92, d'autres depuis que ça a été transposé dans le droit français en 2001. Puis il y a eu aussi donc un fameux arrêt de la Cour européenne sur un cas en Allemagne, 2013, qui disait en gros, c'était une mutuelle en Allemagne, une caisse de sécurité sociale en Allemagne, et la Cour a dit oui mais le droit du commerce s'applique même à ces organismes qui ont une mission publique. Exactement. Voilà. Et donc, vous en profitez pour dire le RSI c'est pareil. Alors c'est même pire que ça, c'est-à-dire que l'arrêt allemand, donc c'est BBK en fait, en octobre 2013, cet arrêt de la Cour de justice européenne dit qu'un organisme public, c'était le cas en Allemagne, un organisme public, a investi une mission de service public, est quand même soumis au fait de ne pas faire de pratiques de commerciales déloyales ou agressives vis-à-vis des autres acteurs sur le marché. En France, c'est même pas ça, parce que le RSI, l'URSSAF et les caisses de sécu sont privées. Un plus.
Hein. D'accord. Là, la Cour de justice européenne, elle va plus loin. Elle dit un organisme public investit une mission de service public. En France, c'est des organismes privés investissent une mission de service public. Donc ils sont encore plus soumis à ne pas faire de pratiques commerciales agressives et déloyales. Envoyer des mises en demeure et envoyer des huissiers chez les gens en absence de contrat signé avec eux, ça s'appelle des pratiques commerciales déloyales, voire agressives, pour le coup. C'est d'ailleurs pour ça que je les attaque. Aujourd'hui, j'ai un procès, plusieurs libérés de la Sécu ont des procès en cours, là au niveau du tribunal de grande instance, contre l'URSSAF ou le RSI, pour extorsion de fonds. Extorsion de fonds, carrément. Bah oui, Donc là, vous avez contre-attaqué. Voilà, c'est-à-dire que là, l'URSSAF m'envoie des mises en demeure, m'envoie des huissiers pour me réclamer de l'argent, alors que je n'ai pas de contrat d'assurance maladie avec l'URSSAF. Sous quel prétexte ils viennent me piquer de l'argent? Ça s'appelle de l'extorsion de fonds. Intéressant. Voilà. D'ailleurs, même l'huissier est complice de cette extorsion de fonds. On les attaque aussi. Ah bon, les huissiers aussi? Bah oui, ils sont complices. Pourtant, on leur dit aux huissiers, on dit, mais ils n'ont pas le droit. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est illégal en venant de nous réclamer de l'argent. Normalement, l'huissier il est censé vérifier le bon droit du créancier qui réclame paiement de sa dette. Alors l'huissier, il doit vous regarder avec des yeux comme ça. Ah oui, là, l'huissier, donc il y en a qui finissent par abandonner, parce qu'il y a des libérés de la Sécu qui sont sortis depuis 92, donc ça fait 20 ans, 22 ans qu'ils sont sortis. Ouais, c'est des gens qui ne sont toujours pas en prison. C'est des gens qui n'ont toujours pas payé un centime depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le RSI ou l'URSSAF qui laisse tomber l'affaire. Il y en a où effectivement l'URSSAF laisse tomber, ou sinon ils continuent, mais de toute façon, les gens ne payent pas. Mais pendant 20 ans, ils continuent. Ah oui, parce qu'en fait, il y a des systèmes d'appel, de cassation, etc. Et si jamais il y a vraiment la saisie qui démarre, il y a comme une protection qui est de se rendre insaisissable. Oui, alors je ne dis pas insolvable, c'est différent. L'insolvabilité, on n'a pas le droit en France. Là, c'est juste insaisissabilité. Et vous dites notamment, on peut faire une déclaration devant un notaire pour rendre sa maison insaisissable. On peut ne pas avoir de biens personnels saisissables, d'avoir ça au nom de ses enfants, de son épouse. Ne serait-ce que pour se protéger. Vous avez dit. Ouvrir un compte dans un pays étranger, parce que les banques en France ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc si un huissier vient faire une saisie sur les comptes bancaires, ce qu'il fait en premier, c'est le plus simple pour lui, il appuie sur un bouton, c'est fait, il n'a pas à se déplacer. Là, l'idée, c'est que nous, on a envie de défendre notre point de vue jusqu'au plus haut niveau. Et si c'est la Cour de justice européenne, on montera jusqu'à ce niveau-là, mais ça met du temps à monter. Ça met 10, 15 ans, voire plus à monter la Cour de justice européenne. Et le problème, c'est que si on est condamné en appel ou en cour de cassation, la saisie devient immédiate. On n'a plus le temps de se défendre, on est déjà saisi. D'accord. C'est pas suspensif. Donc on protège nos biens de cette manière-là, le temps de pouvoir continuer à se défendre. Voilà. D'accord. Et donc depuis 20 ans, enfin depuis 92, là, qu'il y a eu des gens qui ont quitté, il n'y a personne qui a fait de la prison ou s'est fait saisir ses biens? Ceux qui ont eu des saisies de biens, c'est ceux qui ont mal joué leur truc, qui avaient une moto ou une voiture à leur nom, et l'huissier, il avait une bagnole, ça vaut 5 000 €, je la prends, terminé, voilà. Donc dès que vous avez quelque chose à votre nom, c'est... Quand vous êtes sous saisie, oui, il ne faut rien avoir à son nom. Ça a l'air quand même d'être un combat pas facile, hein. Il faut s'accrocher quand même. Disons qu'il faut pas être stressé, Si on est déjà de naturel stressé, il y a beaucoup de gens qui sont un peu paranoïaques, qui n'aiment pas payer avec la carte bleue sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de pas mal de choses. Alors là, il ne faut surtout pas qu'ils se lancent. Alors, surtout pas. Ils vont se noyer dans leur propre bile, ils vont s'autodissoudre. Hein. C'est pas possible. Hein, voilà. Donc c'est pour les gens zen et courageux. Voilà, faut être zen. Courageux, non, c'est pas du courage, c'est juste de dire on est dans notre droit, donc on va aller jusqu'au bout, on va se défendre là-dessus. Et après, on est aidé, on n'est pas tout seul non plus. Hein. Il y a des mouvements. Il y a une association qui s'est créée au mois de juin qui s'appelle Liberté Sociale, qui est une association justement de soutien et de promotion de cette liberté d'assurance sociale en France et qui aide, soutient les libérés de la Sécu. Waouh. Ok. Donc vous-même, vous avez été aidé par une autre structure qui existe depuis un peu plus longtemps. Depuis 80, je crois qu'elle existe depuis 92 en fait, avec les autorités européennes, qui est le MLPS, donc le mouvement le mouvement pour la libération de la protection sociale. Donc eux, dans votre livre, vous expliquez bien, ils vous aident à toutes les étapes. Voilà, dès que vous avez un soutien problème. juridique. Voilà. Eux, c'est une association de soutien juridique. Dès qu'on reçoit un courrier de l'URSSAF ou du RSI, on leur envoie ce courrier et eux, ils nous renvoient en retour une lettre, qui est la lettre à produire à l'URSSAF ou à RSI. Alors ça, c'est quand même un atout énorme, parce que ça vous permet de vous défendre sans devoir passer automatiquement par un avocat. Exactement. Ça fait économiser énormément de frais. Exactement, voilà. Ça, c'est pour le tribunal des affaires sociales. On n'a pas besoin de représentation par un avocat. Voilà. Au TJ, on a besoin. Mais au TJ, on n'a pas besoin d'y aller. Moi, c'est un peu par le plaisir que j'amuse à l'attaquer. Mais sinon, rien qu'au TAS, on n'a pas besoin d'avocat. Voilà. D'accord.
Donc voilà, ils s'assurent que, voilà, grâce à eux, vous êtes sûr qu'à chaque étape, vous ne faites pas de bêtises, Exactement. que tout est fait dans les formes, Voilà. vous êtes protégé au maximum, que ça dure le plus longtemps possible. Voilà. Et voilà. Mais donc vous dites aussi dans votre livre qu'il y a donc la Cour de cassation qui bloque les recours devant la Cour européenne de justice. Alors comment vous allez faire pour dépasser ça? Parce que c'est tout l'enjeu finalement. Exactement, voilà. Donc aujourd'hui, au niveau de la Chambre de cassation qui juge les libertés de la Sécu, il y a une personne qui n'est pas un magistrat, mais qui a été nommé sous Chirac à l'époque, qui s'appelle M. Prétot, qui est l'ayatollah de la Sécu. D'ailleurs, il l'appelle l'ayatollah à la Cour de cassation, et qui est là en tant qu'expert. Il n'est pas en tant que magistrat, il est là en tant qu'expert de la Sécu au niveau de cette Cour de cassation, et il bloque tous les dossiers de liberté de la Sécu qui arrivent. Il les bloque. C'est-à-dire qu'il dit, non, ça a déjà été jugé autrefois, ça a déjà été jugé par la Cour européenne, donc on n'a pas besoin de reposer la question à l'Europe. Même si on formule la question différemment, ça bloque. Parce qu'en 99, il y a eu un arrêt de la Cour européenne qui allait à l'encontre de personnes qui voulaient sortir la Sécu. Tout à fait. Alors là, le problème, c'est que ce n'était pas le MPLS, c'était le CDCA, c'était en fait un autre organisme avant, qui n'existe plus depuis, et qui avait en fait mal formulé la question. Voilà. Mais depuis, la Cour de justice européenne a redonné d'autres arrêts. Sauf que eux, ils se bloquent sur celui de 99. Forcément, ils choisissent celui qui est le plus intéressant. Mais sinon, en 2001, 2002, 2003, il y a eu d'autres arrêts de la Cour de justice européenne qui nous ont donné raison. Mais par contre, ils les ignorent. Mais vous devez passer absolument par la Cour. Si on reste par le TAS, on est obligé de passer par là. TAS, appel, cassation. Vous pouvez pas saisir directement la Cour européenne. Non, on n'a pas le droit. En France, on n'a pas le droit. Donc l'autre biais, c'est de passer par les juridictions civiles. Donc les tribunaux de proximité, tribunal d'instance, ou le TJ, tribunal de grandes instances. Voilà. Donc là, c'est en attaque. Autant au niveau du tribunal d'affaires sociales, on est en défense. Là, on est en attaque côté TJ, justement sur cette histoire de code de la mutualité, que ce sont des entreprises privées qui sont soumises au code de la mutualité et qui n'ont pas le statut de mutuelle ou qui ne sont pas enregistrées, ou si elles sont enregistrées, elles sont soumises à la concurrence. Donc je dis c'est un autre angle d'attaque par le côté plus civil que social. D'accord. Voilà. Bon, mais ça va prendre des années. Ah oui, oui, mais oui. D'ailleurs, ils refusent. Moi, j'ai eu le tribunal de grande instance n'a pas donné suite à ma plainte. Donc pour extorsion de fonds? Oui, moi j'ai ma plainte. 3 mois, 6 mois, rien. Donc j'ai escaladé auprès de ce qu'on appelle le doyen des juges. Donc c'est le juge des juges, le tribunal de grande instance, qui lui doit prendre ma plainte en compte. Et là j'ai reçu récemment un courrier qui me disait ah, vous m'avez pas fourni la preuve que vous aviez porté plainte, donc je prends pas votre plainte au niveau du doyen des juges. Donc je lui ai renvoyé un courrier en disant c'est malheureux, j'ai le recommandé. J'avais envoyé ma plainte en recommandé et j'ai la signature de quelqu'un au tribunal de grande instance qui a reçu mon courrier. Donc vous allez audiencer ma plainte et la prendre en compte. Waouh. Donc il y a de la résistance à tous les niveaux là. Ah oui, tout à fait. Mais alors, comment vous expliquez ça? C'est à cause de tout ce conflit d'intérêts Non, au niveau du tribunal de grande instance, c'est plutôt que eux ne savent pas par où prendre la chose. Ça leur fait peur aussi. Ça leur fait peur, c'est que eux, pour eux, ils n'ont jamais vu ça. Pour eux, toutes les histoires d'URSSAF RSI, c'est traité par les tribunaux des affaires sociales. C'est jamais remonté au TGI. Donc là, ils sont sur un truc, c'est un peu une patate chaude, quoi. Ils n'ont pas envie de prendre le truc, quoi. Et puis c'est des gens aussi qui ont des carrières. Donc le premier juge, à part un juge qui est au bord de la retraite et qui nous donnera raison, tous les autres, ils ne peuvent pas nous donner raison. Parce qu'ils ont une carrière à faire. Ils n'auraient pas de promotion. Ils ont une carrière à faire, quoi. Même problème au niveau des TAS. Un jour, peut-être au niveau d'un TAS, quelqu'un nous donnera raison, mais c'est quelqu'un qui sera à 3 mois de la retraite. Oui, quelqu'un qui n'aura plus d'intérêt dans le système. Waouh. Donc, bon, voilà, donc on a un bon aperçu de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de quitter la Sécu. Donc, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui le font. Et l'URSSAF est peut-être un peu débordée par rapport à ça. Et vous avez l'impression que ça prend de l'ampleur un peu ce mouvement ou... Oui, ça prend de l'ampleur parce qu'en fait, on le voit, il y a des réunions qui sont organisées régulièrement. Quasiment toutes les semaines dans toute la France, il y a des réunions organisées par le MLPS ou Liberté Sociale, qui sont des réunions d'information, où il y a 80, 100, 200 personnes à chaque réunion. Voilà. Tous les dimanches, dans toute la France. D'accord. Voilà. C'est aussi un mouvement de fond, parce que quelqu'un qui quitte la Sécu, c'est pas comme si je fais un like sur Facebook. C'est, je m'engage, quoi. Ah oui, j'y vais avec on le voit, c'est un combat. Voilà, c'est un combat, j'y vais avec mes tripes. Donc c'est des gens qui basculent, se rendent libres, et voient que ça fonctionne bien, se sentent d'ailleurs mieux, on se sent libérés pour le coup, et ne reviendront pas. Ne reviendront pas. Donc c'est une décision qui est dure à prendre, mais une fois qu'elle est prise, c'est un cliquet. On ne revient plus en arrière. Et ce sont des gens qui en parlent autour d'eux. Et les autres vont peut-être pas le faire, mais en fait, en voyant leur exemple, en disant bah, tiens, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'il est sorti de la Sécu, il est toujours vivant, il n'est pas en tôle, on lui a pas pris son argent, bah ok, je vais le faire aussi. Donc il y a une espèce d'effet d'exemple, sans inciter à quitter la Sécu. Il y a un effet d'exemple, on voit que des choses marchent pour d'autres, bah, on fait comme eux.
Voilà. Donc, un artisan qui va se libérer, peut-être que son copain artisan sur le trottoir d'en face, il va voir qu'au bout d'un an ça marche, il va faire comme lui. Voilà. Donc, il y a eu une grosse vague de libérés début 2013, donc avec tous les problèmes de hausse de cotisation, notamment point de vue médecin. Les médecins, c'est un gros groupe qui a beaucoup souffert de la partie augmentation de leur cotisation. Donc, 2013, il y a eu une grosse vague, et 2014, une deuxième grosse vague. Alors, suite effectivement un peu à la médiatisation que j'ai pu faire sur Contrepoint et de toutes les réunions qui ont été organisées par le groupe des médecins pigeons aussi. Donc là, il y a eu pas mal de buzz qui a été fait. Là, espérons qu'avec le livre, il y ait une troisième vague en 2015 qui va être amplifiée avec Liberté Sociale, donc l'association, qui va donner d'ailleurs une conférence de presse en novembre pour annoncer officiellement sa création, avec le soutien d'un grand cabinet d'avocats international qui viendra témoigner lors de cette conférence de presse du fait qu'on a regardé leur dossier, ils ont raison et on les soutient. Wow. Voilà. Ok, puis là vous êtes le premier auteur à publier un livre sur le sujet. Il y a beaucoup de livres sur la Sécu, par contre, qui racontent cette histoire un peu ce parcours de qu'est-ce qui se passe quand on quitte la Sécu. Non, ça n'existait pas avant. Et puis aussi tout l'aspect, on va dire, pourquoi c'est possible. Ça, c'est le deuxième tome. Le premier tome de mon livre, c'est le parcours. Donc, c'est vraiment le journal au jour le jour de ce qui se passe en bien et en pas bien. Voilà. Les cris, les pleurs, les grincements de dents et les rires, il y a tout. Le deuxième tome, c'est plus la partie pourquoi c'est possible. Donc, quel est l'historique de la Sécu qui fait qu'on en est là? Quels sont les systèmes en Europe privés qui fonctionnent? L'Allemagne, la Hollande, la Suisse sont des systèmes qui fonctionnent, plus ou moins bien les uns que les autres, mais au moins on peut comparer avec des systèmes. La comparaison avec le système français, et qu'est-ce qui se passe en France pour les indépendants, pour les agriculteurs, pour les artisans, pour les salariés, et puis pour tous les régimes privilégiés, qui eux bénéficient de cette solidarité des autres à leur avantage, parce qu'ils ne payent pas au même niveau que les autres. Voilà. Et puis derrière, je continue sur les comparatifs entre les systèmes privés. J'ai comparé 2 assureurs privés. Et après, il y a toute la partie procédure juridique, où là, de dire, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, qu'est-ce qui se passe à chaque étape, jusqu'où ça va. Voilà. Donc voilà, donc quelqu'un qui a vu la vidéo là aujourd'hui, qui se dit waouh, c'est génial, je vais faire pareil, il peut lire votre livre, il aura tous les conseils qu'il faut pour arrêter. Et vous le conseillez aussi. Il saura comment ça se passe. Il saura comment ça se passe. Bon, de toute façon, vous avez compris, c'est pas, voilà, si vous y allez, c'est un combat, c'est avec le couteau entre les dents et motivé. Hein. Voilà. C'est pas pour tout le monde. Et donc, il doit aussi se mettre en rapport avec donc le. Il faut pas le faire tout seul. Ouais. J'ai 2 règles. Il y a plusieurs règles. La première règle, c'est comme le Fight Club. Hein. La première règle, c'est faut pas le faire sans le MLPS. La deuxième règle, c'est faut pas le faire sans le MLPS. D'accord. Voilà, c'est comme le Fight Club. Donc, surtout, le faites pas tout seul. Hein, ceux qui se plantent, c'est ceux qui le font tout seul. Ouais, je vous ai mis les liens là, juste en dessous de la vidéo. Et donc, il y a le lien vers les deux, le livre en 2 parties. Donc, je quitte la Sécu, non pas j'arrête la Sécu. Ça aurait pu être rigolo comme titre d'ailleurs. et puis donc le lien vers le MLPS, vers votre blog aussi. Puis je vais mettre aussi des articles sur Contrepoint pour tous ceux qui veulent aller plus loin. Donc, waouh! Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Bravo pour cet engagement, ce combat. On espère que... à une suite, à une prochaine émission en 2015 avec la suite, parce que le combat continue. Hein, donc, oui, et puis vous allez donc mettre à jour votre livre au fur et à mesure. Je vais mettre à jour mon livre aussi. Hein, j'ai une clause de mise à jour dans mon livre avec l'éditeur. Donc les chiffres de la Sécu, malheureusement, ne s'améliorent pas. Donc il faut que je mette à jour les chiffres. Mon parcours aussi, je passe sur une 3e audience au mois de novembre. Il va y avoir des jugements. Donc pareil, le parcours du combattant va aussi s'augmenter. Les aspects juridiques, il y a des nouveaux angles d'attaque qui sont apparus depuis la sortie du livre, notamment sur cet angle de mutualité. Donc il va falloir que je mette à jour ce livre avec une nouvelle parution, je pense. Oui. Donc on va suivre avec passion ce feuilleton, ma foi, très intéressant. Donc merci Laurent d'avoir partagé ça avec nous. Et puis donc, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur les articles sur Contrepoint, sur le blog de Laurent. Et puis si vous voulez vraiment un condensé de tout ce qui s'est passé, de ce que vous pourriez faire si vous voulez quitter la Sécu, lisez le livre. Donc je quitte la Sécu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Au revoir. Au revoir.